Vous n'êtes pas des gens intelligents. Vous êtes des gens 10 fois intelligents. C'est ce que je vais vous expliquer au cours de cette conférence. C'est quoi l'intelligence? J'imagine que si je demandais à chacun d'entre vous une définition, on y serait encore demain ou après-demain. Donc, intéressons-nous plutôt au progrès des neurosciences et qu'est-ce qu'ils disent exactement dans ce domaine. C'est très longtemps qu'il y a beaucoup de chercheurs aux États-Unis, même en France, mais surtout aux États-Unis. D'ailleurs, en France, à part quelques-uns, on a du mal à lire des articles, à sentir qu'il y a une vraie promotion là-dessus. Vous avez des gens absolument incroyables comme Antonio Damasio. Je vous conseille ce formidable livre qui s'appelle L'erreur de Descartes. Et les progrès de l'imagerie médicale ont fait qu'un type assez incroyable dont je me suis inspiré, qui s'appelle Howard Gardner, qui est le père des intelligences multiples, arrive sur la scène il y a à peu près 30 ans. Quel est le concept de Howard Gardner, en fait? À force des progrès d'imagerie médicale, à force de disséquer des cerveaux, à force de regarder le comportement des gens, Howard Gardner annonce, et il n'est pas le seul, que nous venons au monde, toutes et tous, avec 10 intelligences logées dans le cerveau. Alors vous attendez pas à avoir des points précis, hein. Il y a énormément d'interactions, notamment avec le préfrontal, mais grosso modo, et c'est une théorie qui a eu énormément d'adeptes outre-Manche, outre-Atlantique, moins en France, bien qu'on en ait pas mal parlé, il y a eu beaucoup d'articles, mais il n'empêche, et c'est une vérité absolue scientifique, nous venons toutes et tous au monde avec 10 intelligences logées dans le cerveau. Mais, parce qu'il y a un mais, surtout en Occident, on vous l'a fait oublier. On vous a fait oublier que vous étiez multi-intelligent. Homo sapiens, lorsqu'il sort de sa grotte, il a une intelligence qu'on va appeler spatiale. Il sait se repérer dans la forêt. Il a une intelligence qu'on va appeler naturaliste. Il sait quelle plante prendre, quel gibier chasser. Il a déjà une intelligence du rythme et du son, puisque sa communication à l'époque, c'est le tam-tam, c'est le tambour. Il a une intelligence kinesthésique, bien évidemment. Il sait se mouvoir. Mais tout ça, on l'a oublié, alors pourquoi? Les raisons sont multiples. La France est une terre agricole, donc il faut compter, il faut engrainer, si je puis dire, et compter, gouverner, c'est prévoir. On a bien évidemment Descartes, son influence qui dit que moi-même, il dit « je suis venu au monde avec les mathématiques » et il estime que les mathématiques font partie intégrante de chaque être humain. Et puis, j'ai retenu surtout Alfred Binet, qui en 1905 invente le QI. Alors en 1 heure, depuis 1905, on vous dit si vous êtes intelligent ou pas. Alors comment marche la courbe d'Alfred? Vous auriez d'un côté les nuls, vous auriez les types comme moi, entre 80 et 130, et puis il y aurait les types comme vous, entre 130 et 160, et les femmes, puisque Sharon Stone culmine à 160. En dehors du fait que le test d'Alfred Binet préconise une seule intelligence, moi ce qui m'a gêné, et on en parle très très peu, c'est que pour recruter de la chair à canon à la Première Guerre mondiale, ce test a été utilisé. Une adaptation de ce test a été utilisée également pour le Vietnam. Alors que, qu'est-ce qu'on se rend compte de quoi? On se rend compte de quoi? À l'école, on prône une seule intelligence, grosso modo vous êtes bon en maths ou vous êtes nul. On est de plus en plus vers la course à la data. Si je vous demande à chacun d'entre vous de me citer 10 numéros de téléphone, vous n'en souvenez plus, il n'y en a plus qu'un et encore. Bref, on se perd dans un cloud à cause de l'émergence d'une seule intelligence qui tient la primeur en Europe et surtout en France, qui est l'intelligence logico-mathématique. Comme le dit Michel Serres, le philosophe, on est maintenant dans l'exo-darwinisme, on dépose notre cerveau sur l'ordinateur et on sort de notre corps, on sort de notre anima. La bonne nouvelle, encore une fois, c'est que vous êtes 10 fois plus intelligent que vous ne l'imaginez. Avant de vous expliquer ces intelligences, je voudrais vous citer 3 exemples. J'ai une femme qui vient me voir, appelons-la Béatrice, elle a 50 ans. Elle est totalement paumée, elle était directrice des achats dans un grand labo pharmaceutique. Et on peut dire que toute sa vie professionnelle,
avait été cultivée, était tournée autour de cette intelligence des maths. Elle était directrice des achats. Elle se fait virer, elle est mère de famille, 3 enfants, ils viennent d'acheter avec son mari une maison, et pendant 3 ans, elle ne trouve pas de boulot. Donc elle vient voir le coach que je suis en me disant « aidez-moi ». La première question que je pose dans ce cas-là, c'est, et posez-la vous, je dis à Béatrice, c'est qui, pour vous Béatrice, la personne la plus importante au monde ? Qui est pour chacun d'entre vous la personne la plus importante au monde ? Je vous donne la réponse tout à l'heure. Donc elle arrive, elle m'explique, voilà, en fait, je me suis mis dans une logique mathématique chez Sanofi parce que, voilà, mon père était paysan, il voulait absolument qu'on émerge socialement. Il m'a dit, ma fille, tu vas faire des maths. Donc ça a été pendant un temps, et puis bien évidemment, elle atteint un système où elle ne s'en sortait plus. Et puis, elle arrive chez moi, et elle me dit, mais tiens, vous avez pété cette cloison, vous avez fait ci, vous êtes orienté là. Bref, je sens chez cette femme qu'émerge ce qu'Howard Gardner appelle une intelligence visuelle spatiale. On sent qu'elle est totalement dans son élément. Elle me dit, mais oui, effectivement, quand j'étais enfant, je dessinais, j'adorais aller voir des expositions de peinture. Bref, quelque chose qu'elle avait oublié. Au cours de certaines séances, on a engrammé ça. Elle a pris confiance en elle, on a échangé sur son architecture, sur le fait qu'elle faisait des expos, etc. Et puis une deuxième intelligence est apparue. Elle m'a dit, mais Christophe, c'est vrai, quand j'étais enfant, j'étais excellente en relationnel, j'étais chef de classe, les gens venaient me voir. On engramme là-dessus. Et au fur et à mesure, je vois une femme épanouie, une femme qui répond enfin à la question, c'est qui pour vous, Béatrice, la personne la plus importante au monde ? Et Béatrice me répond, mais c'est moi, Christophe. Parce que la personne la plus importante pour chacun d'entre vous, c'est chacun d'entre vous. Parce que si vous allez bien, tout le monde ira bien autour de vous. Deuxième exemple, alors pardonnez-moi, le succès, c'est qu'en fait, elle a envoyé un seul CV chez Barnes, une fois qu'on avait engrammé tout ça, et elle a été prise pour vendre des appartements atypiques. Et elle s'éclate, et c'est le bonheur absolu. Donc elle a été chercher en elle des intelligences, des aptitudes totalement enfouies. Lorsque je rencontre Rafael Nadal, la veille de sa finale l'année dernière, de sa décima, la première chose qui me frappe chez lui, bien évidemment, et qui vous frappe aussi, c'est, on pourrait appeler ça l'intelligence kinesthésique, là aussi logée dans le cerveau. On voit qu'il est à l'aise avec son corps, c'est un droitier qui a été contrarié, il joue de la main gauche, et puis effectivement, on voit que c'est un félin. Lorsqu'il se déplace, il a un corps, il a une kinesthésie absolument incroyable. Ça, je ne vais rien vous apprendre par rapport à ça. Il a par contre une intelligence relationnelle hors norme. Comme on dit dans la presse, c'est un très très bon client. La preuve, j'avais 1 heure d'entretien avec lui, il m'a consacré 1h30 la veille de sa finale. Et toute la presse, ceux que j'ai pu côtoyer, m'ont dit « mais c'est un type extraordinaire. C'est un bon camarade, c'est un bon vivant, il est là, il a donc une intelligence relationnelle, elle aussi logée dans le cerveau, qu'il utilise fréquemment. Il a bien sûr une intelligence verbo-linguistique hors du commun. Quand je parle en anglais avec lui, je me suis trouvé d'ailleurs extrêmement ridicule, Raphaël me dit « mais moi je ne veux pas apprendre l'anglais simplement pour les journalistes ou pour communiquer avec les joueurs. Moi je veux vraiment comprendre la langue de Shakespeare. » Et il a lu Shakespeare, il a été au bout de cette intelligence-là. Il ne s'est pas simplement contenté, comme nos champions, de rester en surface. Non, il a voulu comprendre. Il a bien sûr une intelligence naturaliste. C'est un type qui adore faire de la plongée sous-marine. Il me dit, je m'isole, je veux comprendre pourquoi les coraux sont abîmés. Il essaye de comprendre ce qui se passe dans la nature. Mais ce qui m'a le plus frappé, et là ça a été vraiment une intuition entre nous, je lui dis à Raphaël, alors donc vous regardez la balle ? Il me dit, non Christophe, moi je ne regarde pas la balle. Je dis, attendez, j'ai fait du tennis, du golf, dans toutes les écoles françaises on nous dit de regarder la balle. Il dit, non, non, non. Moi je me concentre sur le son que fait la balle et le rythme. Je dis, mais expliquez-moi. Je dis, ben oui, voilà. Moi, c'est Tony Nadal, depuis que je suis enfant. Il me dit, je ne sais pas pourquoi. Et donc, on réfléchit. Je lui dis, mais expliquez-moi, c'est pas venu par hasard, cette histoire. Et il me dit, mais ça y est, je me souviens, mon grand-père était violoniste. Mon grand-père réparait des violons, mais bien sûr que la musique est chez nous. C'est-à-dire que Tony Nadal avait intuité que chez Rafael Nadal, il y avait une intelligence qui était l'intelligence du son et du rythme. Mais quand vous appuyez votre expertise sur un sens qui est continu, parce que là, je ne vous vois plus, mais je vous entends toujours, c'est beaucoup plus fort que si vous appuyez une expertise sur un sens continu. Et bien évidemment, quand je dis à Rafael Nadal, mais et les passings, il me dit, mais Christophe, j'entends les pas de l'adversaire. Et moi, je coach une championne de tennis
C'est extrêmement compliqué de la déprogrammer de ça. Je la fais jouer à l'aveugle sur les carrés de service pour dire concentre-toi sur le son. Ah oui, mais non, mais on me dit de regarder la balle depuis que j'ai 5 ans. J'ai dit mais tu peux pas voir la balle, elle va trop vite. Pour l'œil, c'est le cerveau qui la voit. Donc, en allant chercher une intelligence comme le rythme et la musique, plus les autres intelligences dont je viens d'évoquer, Rafael Nadal est devenu le champion qu'il est. Ce n'est pas réservé aux hommes. Et j'ai donc été interviewé Mélina Robert-Michon. Mélina Robert-Michon, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la médaille d'argent du lancer du disque aux Jeux Olympiques de Rio, et ensuite médaillée de bronze aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde en Angleterre. Mélina, même chose. Intelligence kinesthésique, pas de souci, on peut imaginer, c'est un beau bébé, il faut allier à la fois la rotation et la translation, donc c'est quand même quelque chose de compliqué dans l'espace. Donc elle a été développée, cette intelligence, encore une fois, qui est en elle. Elle a une intelligence très très bonne au niveau relationnel, même chose, elle vient d'être élue athlète de l'année 2017, parce qu'elle a du charisme, parce qu'elle a pas mal de choses en elle. Elle a, encore une fois, 2 autres types d'intelligence, je n'ai pas insisté, je vous en parlerai après. Mais qu'est-ce qui a été étonnant, elle ? C'est qu'en fait, 2 ans avant les Jeux Olympiques de Rio, elle tombe enceinte. Donc là, elle prend le temps. Et elle se dit, c'est pas possible, je suis 5e mondiale. Comment je vais pouvoir faire pour gagner une médaille à Rio ? Alors comme elle a le temps qu'elle est enceinte, elle se dit, tiens, apparemment, il y a des études en Allemagne sur le lancement du disque, ben, je vais aller les étudier. Je vais aller m'intéresser à ça. Premier critère, il y a 4 critères. Premier critère, elle est 3e mondiale. 2e critère, elle est 2e mondiale. 3e critère, elle est 1re mondiale. 4e critère, qui est la trajectoire du disque dans l'espace, elle est 15e mondiale. Alors elle voit ses études, elle voit des trajectoires, elle voit des courbes. Ça parle à certains d'entre vous, parce que c'est une logique mathématique, mais elle se dit, mais moi toute ma vie on m'a dit que j'étais sportive, donc je ne peux pas être intelligente. Je ne peux rien comprendre en maths, et pourtant elle s'y met parce qu'elle a le temps. Et elle comprend les trajectoires. Et elle me dit, j'essaye avec mon bébé comme ça, qui poussait, j'essaye avec un mini-disque léger de lancer, d'essayer de comprendre quel était le meilleur coefficient de pénétration du disque dans l'espace. Elle appelle ses coachs, elle dit, il faut revoir totalement mon geste. Bilan, elle revoit son geste, et elle devient médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Rio, en s'appuyant sur une intelligence très éloignée de son cœur de métier. C'est un peu la première conclusion dont je voulais échanger avec vous. Après, je vous parlerai bien évidemment des 150 personnalités que j'ai interviewées et des 300 vies de personnalités dont j'ai fait des recherches. Mais voilà, vous avez en vous 10 intelligences enfouies, et très souvent, vous pouvez développer inconsciemment des intelligences qui vont vous amener à de l'inattendu, à plein d'autres choses. Quelles sont ces 10 intelligences ? La première, elle vous parle, j'en ai suffisamment parlé, c'est l'intelligence logico-mathématique. Alors je vais quand même faire un petit retour au sport, c'est l'intelligence de Fabrice Santoro. Quand j'interviewe Fabrice, il me dit « mais moi je suis un petit gabarit, 1m70, je me prenais des parpaings de tout le monde, donc j'ai voulu étudier les maths et les trajectoires en tennis. Je savais que si je me tenais là, à cet emplacement du court, j'avais 75% si je tentais un passing, de mettre la balle dans le filet, etc., etc. » Donc cette logique des maths, elle vous parle, je la respecte, je trouve qu'elle pollue un peu trop notre société. La deuxième intelligence, encore une fois, logée dans le cerveau avec laquelle vous venez toutes et tous au monde, comme les 9 autres, c'est l'intelligence kinesthésique. La kinesthésie, ce n'est pas forcément le corps tel qu'on peut l'imaginer, c'est également cette faculté que vous aviez enfant peut-être à faire des maquettes, c'est l'intelligence des chirurgiens, c'est l'intelligence des couturières, c'est l'intelligence de Teddy Riner que j'ai interviewé. Toute la différence de Teddy lorsqu'il fait une prise, elle est au bout de ses doigts. C'est là où est l'important en judo. C'est ça l'intelligence kinesthésique. Vous l'avez, allez la chercher. L'intelligence verbo-linguistique, je me fais un petit peu de pub. Il est vrai qu'à 48 ans, alors que j'avais eu 6 en français au bac, et à l'oral et à l'écrit, 8 en philo, je décide d'écrire un polar et j'ai eu le prix de Beaune. Et j'avais jamais lu Proust ni Stendhal, bien aux grandes dames de mon père. C'est pour vous dire que c'était l'intelligence-là, comme les autres, encore une fois. Elle était dans mon cerveau. Pour une raison X, elle a émergé. Pourquoi pas vous ? Alors je préfère m'arrêter sur Steve Jobs, parce que j'ai épluché toute la vie de Steve Jobs et plein d'autres personnes au travers de ces intelligences multiples.
Steve Jobs, au moment de sortir le Macintosh, ce qu'on ne sait pas de lui, c'est qu'il séchait les cours et il adore Bob Dylan. Donc il rentre vraiment dans le détail des textes de Bob Dylan. Ça aura d'ailleurs une influence sur la conception d'iTunes. Et il adore la calligraphie. Il va en Inde, il rencontre des gourous, il se dit mais la calligraphie c'est absolument magnifique. Comment ça se fait que ça n'existe pas sur les ordinateurs? Eh bien Macintosh sera le premier ordinateur avec 17 typos différentes, reléguant IBM à des années-lumière. Parce qu'il s'est appuyé encore une fois sur une intelligence qu'il avait en lui, très éloignée de l'intelligence mathématique. La visuelle spatiale, rassurez-vous, on est presque à la moitié. C'est celle de Thierry Marx, c'est celle des cuisiniers, c'est celle des navigateurs. C'est des gens qui sont capables de se repérer dans l'espace. Ce sont des gens qui, encore une fois, sont dans l'art, dans l'architecture, qui savent agencer des choses. Petit test. Levez la main ceux qui pensent avoir une intelligence comme la visuelle spatiale. Formidable. Les autres, ça veut dire qu'elle est en vous. Il suffit juste de la cultiver, d'aller la chercher. L'intelligence naturaliste. Quand j'interviewe François Pinault, on passe 3 soirées ensemble et je peux vous dire que ce n'est pas facile de lui extirper des choses un petit peu intimes. Et je dis, mais François, racontez-moi comment d'une petite ferme, vous êtes devenu un tycoon de l'art contemporain. Et on cherche, et on cherche, et on cherche. Et puis avant que j'arrive au dernier dîner, il me dit, Christophe, j'ai trouvé. Quand j'étais enfant, dans notre petite ferme, là, en Bretagne, mon père me demandait d'aligner les planches parfaitement comme ça. Et il m'a dit, mais le minimalisme, ça m'a parlé tout de suite. Donald Judd, Carl André, j'étais dans mon univers. Avant que ces types-là soient cotés, hop, il rafle tous les tableaux. Il est chez lui. Il est chez lui. Et ce qu'il y a d'incroyable chez cet homme, c'est que je lui dis, mais vous faites quoi là ce week-end? Ah, je vais embrasser mon chêne. François Pinault est un homme qui, chaque semaine, embrasse les arbres. Il remercie de là d'où vient sa fortune aussi, en embrassant les arbres. Oui, peut-être. Mais en tout cas, son intelligence naturaliste va faire qu'il va financer la forêt de Brocéliande quand elle a un problème. La rythmo musicale. Bon, je suis saxophoniste de jazz, je vous en ai parlé avec l'exemple de Rafael Nadal. Vous avez toutes et tous en vous cette intelligence-là. Vous avez entendu de la musique. Allez la chercher. Je voudrais faire un tout petit, si c'est possible, une petite plaisanterie. Il se trouve que je vis avec mes enfants et une fois tous les 15 jours, je vais au Batignolles avec mon saxo et 70 centimes d'euros et je dois ramener à manger. Donc je mets une petite amorce avec de l'argent et je joue avec mon saxo. Donc je suis dans mon intelligence rythmo-musicale et j'ai un de mes clients qui passe à un moment donné qui me dit « Mais ça va si mal que ça dans votre boîte ?» Vous voyez, le cartésianisme à la française, c'est soit on vous fout dans une case, soit vous êtes dans une autre. J'oublierai jamais ce... Autre intelligence, l'intelligence du temps. La différence entre le temps perçu et le temps vécu. Vous prenez 2 couples. Ils vont dans cet endroit de rêve, visiblement méditerranéen, entre les palmiers. Ils sont dans un hôtel 4 étoiles, daiquiri tous les jours, ils vont danser du poisson grillé, etc. Mais le premier couple arrive à l'aéroport, les bagages ont été paumés, l'avion a 3 heures de retard, pendant le vol, il y a eu des cumulonimbus, ils arrivent et ils disent à leurs copains, à un dîner, n'allez jamais là. Vous prenez le même couple, peut-être même avec un peu moins de moyens, ils sont rentrés sans problème, et ils vont vous dire, la Sicile, c'est canon. Le problème, c'est que notre cerveau ne retient que le temps perçu. Alors qu'ils ont été heureux pendant une semaine, seconde après seconde, minute après minute, ils vont retenir que les mauvaises nouvelles. C'est normal, c'est un processus d'évolution. C'est plus fort que nous. Mais l'intelligence du temps, c'est vivre le ici et le maintenant. François Pinault me dit, moi je vis avec toi là en ce moment, maintenant, le reste c'est de l'espérance. Et tous les gens que j'ai rencontrés, que j'ai interviewés dans le livre, sont dans cette posture-là. Avant-dernière intelligence, l'intelligence existentielle. C'est celle de Guillaume Néry, par exemple. Guillaume Néry, c'est le recordman du monde en apnée, à moins 135 mètres. Guillaume, il se dit, mais moi je suis un fétu de paille sur cette planète. Il a même acheté un tout petit bout de la planète avant la formation de la Terre, pour comprendre l'échelle des choses. L'intelligence existentielle, encore une fois logée dans le cerveau, sont les gens qui disent, et Dieu dans tout ça, la mort, et Bouddha, et la philosophie, le cosmos. C'est ça l'intelligence existentielle. Elle est en vous, encore une fois. Allez la chercher.
parce que vous avez déjà commencé à le comprendre, ces intelligences-là, elles ne fonctionnent pas en silo, elles s'enrichissent. L'avant-dernière intelligence, c'est l'intelligence relationnelle. Et là, je voudrais faire un tout petit focus là-dessus. J'arrive à HEC, après avoir vendu ma boîte, le roi n'est pas mon cousin, voilà, HEC, mon ego commence à me rattraper, ça y est, putain, Christophe, t'es juste super, t'es le mec le plus génial. Je dis, en plus, je vais avoir des profs qui vont envoyer du bois, ça va être formidable, j'ai payé 12 000 € la formation, donc je suis assis avec mes copains de promo, là on est 20, et il y a le patron qui arrive et qui dit, c'est celui qui dit qui est. Je dis, attends, j'ai pas payé 12 000 € pour m'entendre un truc qui a été dit à la cour de récréation. Et c'est tellement puissant, cette phrase. C'est celui qui dit qui est. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un va vous dire, oh, t'as vu, celui-là, il est radin, ou celle-ci, elle est radine, le problème, c'est pas la personne qui est radin. Le problème, c'est pourquoi ça vient réveiller des choses chez vous. Et moi, je fais constamment ça en coaching toute la journée. Si j'ai des gens qui disent, oui, mais vous comprenez, il a fait ci, il a fait ça, je dis, mais s'il a fait ci, il a fait ça, qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous? Et cette phrase extraordinaire de l'école, elle est d'une puissance inouïe. Vous ferez maintenant attention dans votre famille, dans votre boulot, avec vos amis. À chaque fois qu'on viendra vous dire un truc, c'est celui qui dit qui est. Quoi. Ben oui. Si c'est pas réglé chez toi, tu essayes de me le renvoyer chez moi. Donc il y a un problème. Et le corollaire de ça, c'est de comprendre la différence entre échange et discussion. Nous sommes dans l'échange, là, ce soir. Je suis ancré, j'ai mes convictions, je crois en ce que je dis, mais je ne suis pas dans une posture de discussion. 10, c'est séparé. Et on entend ça toute la journée, ils ont discuté. Non, échangeons. À partir du moment où moi j'ai réglé mes intelligences, que j'ai réglé mes névroses, que je sais qui je suis en tant qu'être humain, que la personne la plus importante au monde c'est moi, ce que vous allez penser ne va pas venir me déstabiliser. Je vais être dans l'écoute, je vais être dans l'accueil. Et je vais vous renvoyer ça. Ça, c'est quelque chose d'hyper important à comprendre dans vos sociétés, ou même en famille, quand quelqu'un voit en disant « Oui, vous me ferez ci, vous me ferez ça, etc. » Attendez, on échange, vous êtes en droit de penser ce que vous pensez, je suis en droit de penser ce que je pense. Et on laisse le temps faire. L'échange est toujours fécond. La discussion fait la fortune des avocats. Et le dernier focus sur l'intelligence relationnelle, c'est inverser le sens de la transmission. Parce qu'on est chef, alors on a la toute-puissance et on va dire « Vas-y, fais ci, fais ça ». Moi, j'ai encore 2 jeunes enfants. Tout le temps, je leur dis « Qu'est-ce que vous avez appris à l'école aujourd'hui? Expliquez-moi. » C'est d'aller interroger la base. Allez interroger la base. Allez interroger la base dans vos entreprises. Allez interroger la base chez vos enfants. Inversez le sens de la transmission. On est trop souvent dans une posture de « moi je, j'ai fait des études, etc. » Non, là on est dans la discussion, on ne peut pas être dans l'échange. Développez vos intelligences et soyez dans la disponibilité vis-à-vis des autres. J'y reviendrai. La dernière intelligence, la clé, celle qu'on traite énormément en coaching ou en psychologie, c'est l'intelligence qui suis-je, là aussi qui est logée dans le cerveau. C'est qu'est-ce que je suis là? Mais qu'est-ce qui me meut? Et moi, je peux vous dire que la plupart de mes coachés, ils me disent, soit je suis dans la ligne du parti, c'était le cas de Béatrice, j'ai fait ce que papa et maman m'ont dit, j'ai fait des maths, soit je vais carrément les emmerder, je vais faire autre chose. Et je vais être libre, mais pas du tout, parce que si vous faites un 180 degrés, c'est toujours par rapport à un axe. Allez chercher la voie qui est tierce chez vous. Allez chercher ce pourquoi vous êtes fait, et pas par rapport à un fantasme familial ou que sais-je. Allez chercher ça. J'ai donc, pour écrire ce livre, retracé la vie à peu près de 300 personnes, et donc j'ai interviewé 150 personnalités. C'était le staff des All Blacks, par exemple, Guillaume Tanon, qui est un entraîneur d'athlétisme incroyable, Bertrand Piccard et son projet Solar Impulse, Jean-Marc Mormec, que je n'ai pas mis là, qui est un type absolument étonnant. Et donc je les ai screenés au travers, comme les 3 premiers exemples que je vais donner, au travers des 10 intelligences. Et il s'avère que devenir le champion de sa vie, c'est maîtriser un minimum de 6 intelligences. Tous les gens dont j'ai étudié la vie, les 300 personnes, chaque fois que ça s'arrêtait à 2, 3, 4 intelligences, ça ne devenait jamais des champions de leur vie. Pinault, c'est 9 intelligences. Steve Jobs, c'est 10 intelligences. Raphaël Nadal, c'est 8 intelligences. Jean-Marc Mormec, c'est 7 intelligences. Teddy Riner, c'est 8 intelligences. Bertrand Piccard, c'est 9 intelligences.
Frédéric Diffenthal, c'est 8 intelligences. Ils ont été chercher très souvent inconsciemment, encore une fois, ces intelligences. La preuve, Nadal, quand je lui dis, mais pourquoi tu es sur le son et le rythme? Et il dit, mais purée, mais c'est bien sûr, c'est mon grand-père. Ça permet d'être dans la disponibilité, quand je vous le disais tout à l'heure, d'étendre ces intelligences en radar. À partir du moment où vous êtes conscient que votre cerveau, c'est comme si, quelque part, vous étiez sur 1 ou 2 cylindres, si je prends une image de moi. Et puis tout d'un coup, vous dites, mais j'ai 10 cylindres. Et là, vous êtes dans la disponibilité vis-à-vis de l'autre. C'est comme si vous n'aviez qu'une seule racine, qui était les maths ou autre chose. Ça rend quelqu'un très fragile, parce que l'intelligence qui suis-je, elle est nourrie par les 9 autres intelligences. Et donc, vous êtes dans un ancrage, un enracinement. Il n'y a rien qui vient perturber. Ça permet bien sûr de développer l'intuition. C'est ce que j'ai observé auprès des 150 personnalités. Et d'être totalement dans le lâcher-prise. Quand ils m'ont raconté des épisodes de leur vie où ils se disaient, mais moi là-dessus, j'étais aligné. Enfin, comment aller chercher ces intelligences? Alors là, j'ai eu un vrai débat avec mon éditeur. Parce que vous imaginez un éditeur comme First, il faut la méthode. J'ai dit quoi? Il faut les 10 leçons pour être heureux, les 20 leçons pour être intelligent, les 30 trucs pour être coaché, les 40 trucs pour être dans le lâcher-prise. Je dis, c'est pas ça mon discours. Moi, mon discours, c'est d'ouvrir des consciences, d'ouvrir des aptitudes. Oui, mais Christophe, quand même, si vous voulez qu'on vende le livre, faut donner des recettes. Il est dans la logique Il est dans la logique mathématique. Bien vu. J'ai dit, bon, écoutez, si vous voulez des recettes, mais ça va être des recettes qui ont marché pour moi. Parce que c'est à la méthode de s'adapter à l'individu et pas l'inverse. C'est aussi ça une erreur fondamentale en France. Je dis, ok, allons-y. Vous en voulez, vous en voulez. Une première leçon que j'ai trouvée très très importante, j'en ai déjà un peu parlé, c'est retrouver les drivers de l'enfance. Où est-ce que vous étiez heureux et heureuse enfant? Le DG de Valtus, lorsque je l'interviewe, il me dit, mais Christophe, j'ai failli... J'étais avec Jean-Marie Messier, le roi n'était pas mon cousin, en plus il vient d'un milieu social pas très évolué, etc. Et bien évidemment, il part en vrille. Et il me dit, je me suis retiré chez moi, là, chez mes parents, et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais où est-ce que tu étais bon, enfant? Et c'était le roi de la cour de récréation avec les panini, les figurines panini. Il se souvient, il voit, il avait même un stand au milieu de l'école, il se dit, mais j'étais un relationnant. J'étais un mec exceptionnel dans le relationnel. Et c'est comme ça qu'il a rejoint Valtus. Et qu'il est maintenant associé. Vous avez en vous des drivers de l'enfance qui sont là. Allez les chercher. C'est une première piste. Une deuxième piste, osez vous regarder. Faire la cuisine, c'est pas simplement faire la cuisine. C'est une intelligence spatiale, mais en même temps, quand je vais acheter du bio, quand je m'intéresse, quand je vais sentir les légumes, les produits, et en même temps, quand je m'intéresse au temps, je mets déjà 3 intelligences en jeu. Donc, osez vous regarder dans vos gestes du quotidien. Vous mettez en jeu plein d'intelligence, mais vous n'en avez pas conscience. Comprenez d'où vous venez. Alors je m'arrête un tout petit peu sur cette intelligence parce qu'elle me parle à titre personnel. C'est pour ça que j'ai mis une photo d'un poilu dans une tranchée. Vous l'avez compris, je fais de la musique. Mais il y avait un truc qui me dérangeait, c'est quand quelqu'un faisait du bruit, faisait tomber une petite cuillère, par exemple. Je sursautais. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais pas bien, quoi. Je comprenais pas. Et je faisais de la musique, mais je chantais que je faisais du bruit, quoi. Et puis à HEC, il y a un ancien polytechnicien qui est devenu le père de ce qu'on appelle les constellations familiales, l'énergie transgénérationnelle, tout ce qui vous vient de vos grands-pères, arrière-grands-pères, etc. Il s'appelle Jacques Tancé. Et Jacques, il me prend dans ses bras comme ça, parce qu'il bosse comme ça, et en plus il est assez massif, donc... Et il me dit, Christophe, je sens un truc. Je dis, ok. Que faisaient tes 2 grands-pères pendant 14-18? Et là, je réalise, je me dis, mais putain, mais ils étaient dans les tranchées. Il me dit, sous les bombes. Je dis, oui, sous les bombes. Il dit, mais c'est ça qui t'ont envoyé. C'est la notion du bruit. Essaye de comprendre ça. Je réfléchis par rapport à ça. Je me souviens que ma maman est musicienne, donc elle a pris quelque chose de ça, mais elle a été beaucoup plus dans l'harmonie. Et que moi, il y avait comme une forme de gêne inconsciente par rapport à cette intelligence-là que je ne comprenais pas. Le jour où j'en ai pris conscience, j'ai réellement fait de la musique. Maintenant, vous pouvez klaxonner, vous pouvez faire tomber des fourchettes. Je ne ressens plus rien. J'ai accueilli ce que ma famille, au travers m'avait envoyé. L'énergie transgénérationnelle, l'influence des dates des prénoms, les prénoms,
les enfants cachés, ce que faisaient vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, ont un rôle clé dans votre bien-être. Enfin, dernière image, dernier exemple, retournez à la nature. C'est tellement extraordinaire ce qui nous entoure. Ne serait-ce que le microcosmos. Je vous ai mis cette photo du koudou et de l'acacia parce que je voudrais vous résumer ce qu'on m'avait appris à l'agro et ce que j'ai vécu puisque mon père vivait à Nairobi. Si je vous fais un résumé de milliers d'années d'évolution, vous avez donc des acacias avec des petites fleurs et des épines. Et vous avez le koudou qui arrive, il adore ça, lui. Alors le koudou, il bouffe les fleurs. Donc je vais vous schématiser ça, mais imaginez que les acacias se réunissent en disant si ça continue comme ça, on va dans le mur. Donc les acacias se disent on va dégager un produit toxique au bout de 5 minutes. Donc il y a le koudou qui arrive, il mâche la feuille, il meurt. Alors, les koudous se réunissent, ils disent c'est pas possible qu'on continue comme ça. Faut qu'on fasse quelque chose. Et il y a un koudou qui dit mais il me semble que si on mâche que 4 minutes, il n'arrivera à rien. Tout ça est vrai, hein. Donc le koudou arrive, il mâche une feuille d'acacia, 4 minutes, puis il se déplace à un autre acacia, 4 minutes, etc. Alors les acacias sont furibards, ils se réunissent, ils disent ah, ça va pas, nous là on va crever. Et maintenant, ils communiquent par les racines. C'est-à-dire, vous avez un koudou qui commence à manger un acacia, l'acacia envoie l'information par les racines à l'autre acacia qu'il a commencé à être mangé. Et donc, quand le koudou arrive, c'est lui qui meurt. Voilà où on en est maintenant au XXIe siècle dans ce rapport acacia-koudou. Je vous parle de cet exemple parce qu'il y en a des millions d'exemples dans l'intelligence de la nature à côté. Allez chercher ça. Je reviens à cette image d'exodarwinisme de Michel Serres, oui, ce livre sur les arbres qui a fait... Remarquable. Allez chercher ça. Ça nous entoure. Tout est en vous et tout est autour de nous. Donc, être 10 fois plus intelligent que vous l'imaginez, c'est être dans le jeu plutôt que dans le jeu. Je vous remercie pour votre attention.